Une demi-heure. Bien, merci beaucoup tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais justement parler de l'un des rôles que le cheval a pu jouer dans le développement du pouvoir monarchique au Japon. Il a eu plusieurs rôles. Aujourd'hui, on va parler en particulier de son rôle dans le contexte religieux, plus précisément mortuaire. Donc, comme vous savez peut-être, le cheval n'est pas du tout originaire du Japon. Il a été importé d'ailleurs particulièrement tard. L'archipel japonais, c'est l'une des dernières régions d'Asie orientale qui ont adopté le cheval et l'élevage. Et donc, quand il arrive, le cheval, non seulement il est déjà bien domestiqué depuis très longtemps, mais il arrive déjà avec ses harnachements, ses éleveurs et son fardeau, du coup, symbolique, magique, religieux, etc. Alors, on va y venir tout de suite. Alors, je vous ai mis une petite chronologie, justement. Alors, on va parler d'une période qui est particulièrement fascinante, celle-là en particulier. C'est ce qu'on appelle la période auto-étatique ou la période Kofun. C'est à cette période-là qu'on importe le Japon. On importe le cheval au Japon. Cette époque-là, elle s'appelle Kofun. Kofun, ça veut dire ancien tombe, mais elle indique au fait des tertres monumentaux que l'on commence à construire, qui apparaissent à partir du IIIe siècle dans la région de Nala et qui vont par la suite se diffuser dans l'ensemble de l'archipel. On va continuer à les construire jusqu'au 7e siècle et qui sont généralement liés du coup à les développements d'une autorité royale. Les chevals et éventuellement l'élevage sont très liés à cette, disons, germination, disons, d'une élite politique dans la région centrale. Il faut savoir que, et on va y venir, au tout début, le cheval semble être l'un parmi plusieurs éléments importés du continent qui donc vont construire cette nouvelle forme de pouvoir politique. Ces sujets-là, il est loin d'être épuisé. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une description exhaustive parce que ce n'est pas possible. Mais il y a toujours beaucoup de choses que l'on connaît encore pas. On a besoin, ces tombes monumentales, on n'a pas le droit de les fouiller pour la plupart. Mais je vais essayer d'illustrer de manière la plus synthétique possible ce qu'on sait jusqu'à présent et donc mettre en avant de possibles avenues de développement de la recherche. Donc, pour avoir un peu une idée claire de la situation de là où on voit les premières traces de chevaux au Japon, je vais faire une petite parenthèse du coup historique. Donc, au début de l'ère chrétienne, on se trouve dans ce qu'on appelle l'époque Yayoi. C'est une période où les différentes régions du Japon sont dominées par des différents groupes qui ont des rapports réguliers avec le continent. Il y a un trafic assez vivant entre surtout le sud de la Corée et les Japon, mais aussi avec le monde chinois. Il est possible qu'à cette époque-là, il y ait déjà des animaux qui sont importés en tant qu'animal de prestige, animal exotique, etc. Mais si c'est le cas, il s'agit d'incidents tellement rares qui n'ont pas vraiment un impact significatif sur la culture matérielle. On constate à cette époque-là un principe de stratification sociale, l'émergence de ce qu'on pourrait penser être des chefs, mais pas encore de hiérarchie politique vraiment établie au Japon à cette époque-là. Donc, autrement dit, il n'y a pas de roi au Japon à cette époque. Au mieux de nos connaissances, bien sûr. Alors, je vous ai mis un petit contexte des échanges en Asie orientale. Donc, au IIIe siècle, il y a la crise de l'Empire des Han. Cette crise va entraîner toute une sorte d'influence aussi sur le contexte politique de toutes les régions limitrophes et dans les équilibres politiques des régions limitrophes, notamment la Corée, mais aussi les îles japonaises. Il est probablement cet collapse de la Chine des Han et des échanges directs avec les mondes chinois, du coup, il est probablement l'un des facteurs qui ont poussé
les différents, disons, groupes, les différents clans, les différentes petites entités politiques de l'archipel à se fédérer autour d'une chefferie dominante dans la région centrale. Vous voyez, Kinki Central, c'est cette région-là. Cette nouvelle fédération arrive à atteindre un poids suffisant pour pouvoir rétablir des liens diplomatiques avec le monde chinois. Et c'est grâce aux Chinois qu'on a les premiers, mentions historiques sur la Chine. Donc, on parle de, ça c'est le Gishiwa Zhendan. Donc, le Zhendan, c'est le chapitre sur les barbares de Hua que l'on trouve dans les Sangwes. Donc, c'est un ouvrage chinois écrit à la fin du IIIe siècle qui nous parle du fait que dans les îles, comme on sait être l'archipel japonais, il y a plein de petites entités politiques qu'ils appellent royaumes, mais c'est le terme utilisé par les Chinois, dont une est particulièrement grande et importante, c'est l'entité politique de Yamatai. Yamatai est gouvernée par une reine qui s'appelle Himiko. C'est une reine chamane qui vit dans un palais entouré de femmes, etc. Et qui, elle, va lier des liens diplomatiques directs avec la Chine. Et qui, par la suite, elle va décéder et elle va être enterrée, ce que nous dit la source chinoise. Donc, elle place Himiko dans la moitié, dans les premiers liens diplomatiques, les premiers contacts en 239. Elle va décéder et va être enterrée dans un tombeau monumental qui est décrit par les sources chinoises. D'un point de vue archéologique, c'est à cette même époque-là que l'on voit les changements à la période des anciens tombes. C'est à cette époque-là que ce tertre monumental, vous avez vu le tombeau de Tatetsuki, c'est un tombeau qui paraît très grand, 40 mètres, mais là, c'est vraiment de structures vastement plus imposantes. Ça, c'est les premiers, c'est le Kofun de Hashihaka, et c'est non seulement la taille, mais c'est la forme typique en trou de serrure. C'est ça qu'on appelle les Kofun Zenpoko et Ofun, qui vont devenir, ils ont leur origine dans la plaine des Nara, et vont devenir les rites funéraires caractéristiques de cette nouvelle élite qui se développe dans cette région centrale et qui, ces rituels-là, vont être par la suite adoptés parce que cette élite va exercer une influence, pas un contrôle direct politique vraiment sur les restes de l'archipel, du moins avant le VIe siècle, mais une influence religieuse, culturelle extrêmement importante. Donc, c'est l'origine, disons, de ce qui va devenir le pouvoir royal au Japon. Donc, ce tombeau-là, il correspond à la description du tombeau de Himiko dans les sources chinoises. Les sources japonaises, la plus ancienne, c'est le Kojiki, mais le Kojiki est très bizarre. Le deuxième plus ancien, c'est les Nihon Shoki, fin du 7e siècle, début du 8e. Himiko n'apparaît pas du tout dans ces sources-là, écrites par des Confuciens quelques siècles après. Ce tombeau-là, il est attribué à une tante de l'empereur semi-légendaire de cette époque-là, qui s'appelait Yamato Totohimo Mosohime no Mikoto. Et je ne sais pas pourquoi on a arrêté de donner ces noms-là, ils étaient des noms excellents. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une analyse poussée qui a été faite. On considère que c'est bien Himiko qui a été déclassée à tante de l'empereur. Là aussi, c'est une tante chamane, mariée avec un dieu, etc. C'est une partie du Nihon Shoki qui est semi-légendaire, commence à être quelque peu historique, mais qui est encore très influencée par les légendes. Donc, pour vous donner une idée de la taille à que ça peut attendre, ce genre, il y en a des milliers de tombes comme ça, des si grandes, il y en a quelques dizaines. Donc, ces sépultures si grandes, isolées, sont indicatives, disons, d'une volonté, donc ça prenait des années pour les construire, donc sont indicatives d'une volonté vraiment de faire perdurer l'autorité du chef après sa mort. Donc, c'est indicatif d'une institutionnalisation du pouvoir. Le pouvoir politique va durer plus que la personne, l'être humain qui l'incarnait, alors que, comme c'était le cas à la période précédente.
Et cette culture-là, donc cette nouvelle forme de pouvoir politique a son origine dans la région de Nara, Kawachi, donc ce qu'on appelle en général les Yamato. Donc ça, c'est une reconstitution du musée de Chikatsu Asuka pour vous donner à quoi ça ressemblait à l'époque. Ils étaient visibles de la mer quand on s'approchait avec les bateaux. Donc, au 5e siècle, hein, je me dépêche, donc, au 5e siècle, on se retrouve avec ces modèles s'est diffusé en partant de d'abord l'élite de la région centrale, puis les alliés de l'élite de la région centrale, etc. Au 5e siècle, et commence à se diffuser aussi en dehors. Donc, il y a une influence culturelle de ces souverains de la région centrale sur les chefs des régions voisinantes. Et au 5e siècle aussi, on trouve une coalition des clans puissants dans cette région centrale qui sont du coup soudés autour d'un chef parmi les chefs. C'est que les professeurs Nescoulus appellent les princes. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'empereur, ça c'est clair à cette époque-là, mais on peut parler effectivement d'un souverain en quelque sorte, mais qui n'a pas un contrôle politique direct sur les territoires. Son influence est liée en bonne partie au prestige qui lui vient du fait qu'il peut entretenir des liens diplomatiques avec les continents. Donc, les rituels funéraires jouent un rôle vraiment crucial dans la construction de l'autorité, de cette nouvelle forme particulière d'autorité. Et dans ces rituels, dès tout de suite, on trouve les traces du cheval, dès le IIIe siècle. Donc, harnachement, image, éventuellement, sacrifice. Alors, pour ce qui concerne les chevals en particulier, il est difficile de déterminer vraiment à quelle date il a été importé parce que on n'a pas vraiment de sources écrites ni d'archives. Je suis très jalouse de ceux qui ont beaucoup de documents écrits. Mais les livres de Wei, comme vient de voir le Wajinden, on nous dit qu'il n'y a pas de chevaux au Japon. Ceci dit, on trouve quelques petites traces déjà à cette époque. Ça, c'est Hashihaka, c'est une photo que j'ai prise du train qui passe à côté. Il y a déjà dans le fossé, on a retrouvé effectivement un étrier en bois. Or, on n'est pas certain que cet étrier date de l'époque de construction de Hashihaka qui est bien placé vers la fin du IIIe siècle, effectivement. Mais on trouve aussi d'autres traces, des morceaux de sel, des choses comme ça dans les tertres qui a été construit tout de suite après, Kurotsuka, qui est là à côté, qui était probablement les frères de Himiko. Donc, on trouve que dès tout de suite, des objets, du moins des objets liés à la culture équestre apparaissent dans les rituels de ces élites émergentes, mais c'est une trace quand même marginale. Il n'y a pas de traces d'élevage significatives à cette époque-là. Et donc, ça semble être genre l'un des éléments parmi d'autres, des éléments du continent, et c'est le fait que c'est des éléments du continent qui font que c'est important. Ceci dit, rapidement, ça c'est le tout début de cette époque-là, mais rapidement, le cheval va prendre une place de plus en plus importante dans les rituels funéraires. Et on va les retrouver dans deux types de tombes particulières, les tombes monumentales des élites et les tombes beaucoup plus modestes des immigrés coréens qui ont porté physiquement les chevaux. Donc, c'était les premiers éleveurs, étaient des Coréens qui se sont transférés au Japon. Donc, pour les uns, le cheval est symbole de leur profession d'éleveur, et pour les autres, et les deux pratiquaient les sacrifices équestres, et pour les autres, c'est un symbole, on dirait, d'autorité. Donc, c'est au 5e siècle que le cheval commence, je vous ai mis dans les présences d'harnachement dans les tombes des élites, 4e, 5e siècle, 5e siècle, 6e, 7e. Donc, c'est à partir du 5e siècle que vraiment il y a une prolifération de la présence du cheval dans les tombes. Et c'est aussi à cette époque-là qu'on trouve les premiers grands haras, notamment dans les nord de Kyushu et donc ici et dans la région centrale. Donc, les deux régions où le cheval est bien évidemment le plus présent dans les sépultures des élites. Donc, c'est à cette époque-là vraiment qu'il y a le boom, disons, de la construction de kofun géants. Donc, c'est une époque où ces élites du Kina développent une culture, disons, des princes transrégionales qui commencent à être, ces nouvelles élites commencent à être organisées en leur intérieur.
Et les deux régions où l'élevage est pratiqué le plus, c'est aussi les deux régions où ces phénomènes sont les plus dynamiques. Alors, il y a plusieurs théories sur pourquoi on a adopté le cheval, etc. Nous, on va rester sur le cheval dans le contexte du funéraire, où on voit qu'il y a effectivement un lien intime entre cette autorité naissante et l'animal. On le retrouve aussi, non seulement dans les sources archéologiques, mais dans les textes. On ne va pas te lire, on n'a pas le temps, mais là, c'est une anecdote qui se place dans le règne de Yudiaku, donc seconde moitié du 5e siècle. C'est une partie du Nihon Shoki qui est semi-légendaire, mais qui commence à nous donner des informations historiques. Là, c'est une légende, carrément. C'est un immigré coréen qui rentre chez lui pendant la nuit, passe à côté du tertre du souverain, et il rencontre un étranger qui monte un cheval rouge, notamment, magnifique. Lui, il chevauche un cheval blanc. L'inconnu remarque Hakson, cet éleveur coréen, et lui propose un marché, genre, si tu veux, on peut échanger les chevaux. Ils échangent de chevaux, Hakson rentre chez lui tout content, son cheval est magnifique, il l'abrite dans l'air. Les matins d'après, quand il dit à ses gens d'aller laisser-les, le cheval est devenu une haniwa, une statue funéraire qu'on avait vu, vous avez vu en première, ces statues interpites. Donc, il doit le ramener au tombeau de Prince. Donc, on pourrait prendre ça comme juste une histoire de fantôme, mais ça a été inscrit dans les chroniques officielles. Donc, ce n'est pas juste une histoire de fantôme. Clairement, pour les compilateurs, c'était quelque chose d'important et de significatif. Et il semble effectivement que ce soit une sorte de revendication, en quelque sorte, disons, du pouvoir symbolique du cheval, alors que les deux, les rois et les Coréens, les deux pratiquent les sacrifices équestres. Sur la tombe du roi, le cheval est un cheval, disons, un but de pouvoir magique, etc. Sorti de la tombe du roi, c'est juste une statue. Donc, on ne peut pas être certain de l'interprétation. D'ailleurs, c'est un sujet qui fascine encore Gilles, parce qu'eux, ils ont aucune explication sur cette histoire. Elle est juste là, au milieu évidemment, pour eux, c'était auto-évidente. Il y a donc je vous ai mis aussi un petit développement de Hara. Il y a une crise qui s'opère au début du 6e siècle. Donc, il y a probablement un changement des dynasties. En tout cas, les modèles du Kofun monumental entrent en crise. Donc, on voit de moins en moins des constructions de Kofun géants. Probablement, ce qui s'est passé, c'est une sorte de crise, disons, identitaire des élites. Les modèles ont été trop adoptés. Et donc, ça a perdu un peu de son exclusivité. Mais c'est aussi genre une période où on voit effectivement une prolifération de l'élevage, surtout dans la région centrale, et de la création de clans spécialisés d'éleveurs, les Umakaibe. Non seulement ils occupaient des chevaux du roi, mais ils revêtaient un rôle important auprès du roi. Donc on dirait qu'il y a comme une sorte de parallélisme qui s'est créé, comme le cheval dans la période précédente accompagné. C'est un Umakai qui va chercher les souverains Keitai lors du changement de branche royale. Donc, alors que le cheval avant accompagnait les souverains légitimes dans sa tombe, c'est le chef éleveur qui va chercher les nouveaux souverains légitimes pour l'amener au siège de la cour. C'est aussi à cette époque-là qu'on a un incident très intéressant. On a l'un des très rares exemples documentés de soumission violente d'un chef concurrent. C'est les troubles de Iwai. Iwai, c'était un seigneur du nord de Kyushu et qui, à un certain moment, il s'oppose à Keitai, justement. Iwai, lui, on a retrouvé sa tombe. Il avait fait préparer sa tombe avant se faire défaire et soumettre par les armées légitimes du vrai roi. C'est les Kofunde Iwatoyama. Comme vous voyez, ça ne voulait plus dire qu'on était allié du roi du Yamato à cette époque-là. Et on sait qu'on a retrouvé les décorations je vous les montre rapidement. Ils étaient décorés par des guerriers et des chevaux, tout comme les tombes royales. Les soldats de l'empereur mutilent ces statues.
Et on remarque en particulier donc cette mutilation des têtes des chevaux. Or, le fait de couper la tête du cheval était une pratique typique du sacrifice équestre pour le tombeau du roi. Donc, on a droit de se demander si il ne s'agit pas là aussi disons, d'une appropriation du sacrifice qui aurait dû, genre, au lieu, les chevaux qui auraient dû garder la tombe du sire des Iwai sont sacrifiés par les guerriers du sire du Yamato dans une désacration complète de sa tombe et une défaite spirituelle de sa légitimité après une défaite militaire. Alors oui, je vais conclure parce que on me dit que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, en conclusion, comme au Japon, comme sur les continents, le cheval a joué un rôle très important dans les contextes funéraires des élites et dans la légitimation du pouvoir politique. Donc, c'est un animal de pouvoir et de l'outre-tombe. Les styles et les modalités, bien sûr, changent, mais cet aspect spirituel et politique est l'un des éléments, on pourrait dire, les plus anciens, les plus névralgiques de la culture équestre. Et ça, dans tous les exemples que moi, personnellement, j'ai pu étudier, parce que je ne me suis pas limitée qu'au Japon quand j'ai fait ma thèse. Donc, bien sûr, les équipements, la forme des équipements, les modalités d'élevage peuvent varier, mais il y a une association entre le cheval, la mort et les pouvoirs politiques qui est très, très, très ancien et très puissant et qui est arrivé jusqu'au Japon et qui a été délibérément adopté par les élites de la région centrale. Donc, ça n'a pas été juste une imitation. Les Coréens font ceci, on va faire pareil parce que les Coréens faisaient cela depuis très longtemps. Ça a été un choix délibéré à un moment historique des élites de la région centrale. Et donc, c'est sans doute, disons, un élément qui est crucial et fondamental dans la construction d'une nouvelle mythologie du pouvoir, une nouvelle histoire du pouvoir que l'on crée au Japon à cette époque. Donc, ce n'est pas simplement un moyen de transport, ce n'est pas simplement un moyen de guerre, ce n'est pas simplement un moyen de contrôle, c'est un élément qui vraiment transcende l'application pratique. Merci, j'espère n'avoir pas trop dépassé.